Comment l'esprit d'un seul homme a-t-il pu condamner la science à l'immobilité pendant 2000 ans? Comment une collection d'idées, aussi brillantes fussent-elles, a-t-elle pu devenir une cage si parfaite que l'humanité a oublié jusqu'à l'existence du ciel au-dessus de sa tête? L'histoire ne commence pas avec un tyran sur un trône, mais avec un philosophe dans un jardin, Aristote, un nom qui évoque la sagesse, la logique, le fondement de la pensée occidentale. Et c'est là que réside la plus grande et la plus tragique des ironies, car cet homme n'a pas seulement offert des réponses, il a fermé la porte à toutes les questions futures. Il n'a pas cherché la vérité, il l'a proclamée. Dans son lycée, à Athènes, il a assemblé le puzzle de l'univers avec une élégance redoutable. Sa physique, sa métaphysique, sa biologie, sa logique formaient un système total, une cathédrale intellectuelle où chaque pièce trouvait sa place. Une explication pour tout, du mouvement des étoiles à la nature de l'âme. Et c'était là le poison, un poison doux et terriblement séduisant. L'attrait de son système était irrésistible. Il offrait la certitude. Dans un monde de chaos et de mystères, Aristote a tendu à l'humanité une carte complète de la réalité. Plus besoin de tâtonner dans le noir. La vérité n'était plus une quête, mais un texte à mémoriser. Pourquoi les objets lourds tombent-ils? Parce que leur lieu naturel est le centre de la Terre. Pourquoi les étoiles tournent-elles? Parce qu'elles sont fixées sur des sphères de cristal parfaites, mues par un premier moteur immobile. Des réponses nettes, logiques, intuitives. Et surtout, elles ne nécessitaient aucune preuve expérimentale. L'expérience, pour Aristote, était le domaine vulgaire des artisans des mains sales. La véritable connaissance naissait de la pure déduction, de la force de la pensée. C'était une aristocratie de l'esprit, et son roi était Aristote lui-même. Le monde se retrouva ainsi enfermé dans une vision du monde confortable, cohérente, mais presque entièrement fausse. Les premières victimes de cette tyrannie intellectuelle furent les autres. Des esprits brillants dont les idées furent balayées comme de la poussière. Démocrite et ses atomes, ces particules indivisibles dansant dans le vide, une absurdité, rejeta Aristote. La nature a horreur du vide. Les intuitions mathématiques des pythagoriciens, suggérant que l'univers est écrit en langage numérique, une abstraction stérile. La réalité est qualitative, faite de substance et d'essence. En quelques décennies, la richesse foisonnante de la pensée grecque fut réduite à un seul courant dominant. Les autres voies ne furent pas seulement réfutées, elles furent ridiculisées, jugées inutiles et finalement oubliées. La grande bibliothèque des possibilités intellectuelles fut incendiée et sur ses cendres, on construisit le temple unique d'Aristote. Un temple dont les murs étaient faits de syllogismes et dont le toit était la certitude absolue. Cet édifice était une prison parfaite, car ceux qui y étaient enfermés ne se savaient pas prisonniers. Au contraire, ils se sentaient en sécurité. Le dogme aristotélicien était une couverture chaude contre le froid glacial de l'inconnu. Il fournissait un langage commun, un cadre de pensée universel. On pouvait débattre sans fin, mais uniquement à l'intérieur des murs de la prison. On pouvait commenter les textes du maître, interpréter ses passages les plus obscurs, mais jamais, au grand jamais, remettre en question les fondations. L'intelligence humaine, cette force explosive capable de briser les chaînes, fut canalisée dans un labyrinthe sans issue. Pendant des siècles, les plus grands esprits ne cherchèrent pas à découvrir le monde, mais à comprendre ce qu'Aristote avait dit du monde. L'original était devenu plus réel que la réalité elle-même. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Ignorer la vérité ou être enfermé dans la vision du monde d'un autre, aussi géniale soit-elle. Le système d'Aristote était une œuvre d'art, une sculpture intellectuelle d'une beauté et d'une symétrie à couper le souffle. Mais l'univers n'est pas une sculpture. C'est un océan déchaîné. Et Aristote avait convaincu tout le monde de rester sur la plage à admirer une magnifique coquille vide en leur assurant qu'elle contenait tout l'océan. La tragédie est que son intelligence même a servi à forger les barreaux de la cage. Sa logique impeccable a justifié des prémices erronées. Sa rhétorique puissante a balayé les doutes. Il a donné à l'humanité une béquille si confortable qu'elle en a oublié comment marcher. La méthode d'Aristote, basée sur l'observation de surface et la déduction logique, était conçue pour expliquer le monde tel qu'il apparaît à nos sens. Une pierre tombe, la fumée monte. C'est simple, c'est évident. Mais la science n'est pas l'étude de l'évidence.
c'est la recherche de ce qui se cache derrière l'évidence. C'est le courage de dire « et si nos sens nous trompaient ?» Aristote, lui, a sacralisé le sens commun. Il a transformé la perception humaine en arbitre ultime de la réalité. En agissant ainsi, il a involontairement interdit l'accès à l'infiniment petit, l'infiniment grand et aux lois contre-intuitives qui régissent véritablement le cosmos. Il a créé une science à taille humaine, rassurante, mais désespérément limitée. Le paradoxe est immense. L'homme qui a classifié des centaines d'espèces animales, qui a fondé la logique formelle, qui a écrit sur tout, de la poésie à la politique, est aussi celui qui a posé le plus lourd couvercle sur la marmite bouillonnante de la curiosité humaine. Ses disciples n'étaient pas encouragés à observer, à tester, à remettre en question. Ils étaient formés à commenter, à mémoriser, à défendre la doctrine. L'éducation est devenue un acte de transmission, non de découverte, et cette approche s'est répandue comme une traînée de poudre, portée par la puissance culturelle de la Grèce. Le ver était dans le fruit. La prison était construite, ses portes verrouillées de l'intérieur par la conviction de ses propres habitants. L'ironie suprême réside dans le fait qu'Aristote lui-même était un observateur curieux de la nature, mais son héritage a figé sa propre méthode en un dogme stérile. Il avait regardé le monde et en avait tiré des conclusions. Ses successeurs, eux, ne regardaient plus que les livres d'Aristote. La fenêtre sur le monde s'était transformée en un miroir ne reflétant que la pensée du maître. Le processus de connaissance, dynamique et vivant, fut remplacé par un culte de la personnalité intellectuelle. L'argument d'autorité, le maître l'a dit, devint la plus haute forme de preuve, tuant dans l'œuf toute velléité de recherche empirique. Ce n'était pas une conspiration, c'était une tragédie. Une tragédie née du désir humain de certitude. Aristote a offert cette certitude sur un plateau d'argent et l'humanité, épuisée par le doute, s'en est emparée avec gratitude. Elle ne réalisait pas que le prix de ce confort était la stagnation. Le prix de cette paix intellectuelle était la guerre contre toute idée nouvelle. La construction de cette prison magnifique et indestructible était achevée. Il ne lui manquait plus qu'à être consacré, à devenir un lieu saint, une vérité non seulement scientifique, mais divine. Et pour cela, il fallait un nouveau centre du monde, une ville où tout le savoir de l'humanité serait rassemblé, non pas pour être interrogé, mais pour être catalogué sous une seule et même bannière, celle d'Aristote. Cette consécration n'allait pas tarder. Le plus célèbre élève d'Aristote s'apprêtait à conquérir le monde connu, et dans les sacoches de ses armées, il n'emportait pas seulement des armes, mais aussi les rouleaux de papyrus de son maître. Les graines de la prison intellectuelle allaient être plantées de la Grèce à l'Inde, trouvant leur terreau le plus fertile dans une cité portuaire égyptienne qui allait porter le nom du conquérant, Alexandrie, le futur sanctuaire de l'erreur. Alors, une question se pose. Si l'on vous offrait le choix aujourd'hui, préféreriez-vous la certitude rassurante d'un système qui explique tout, même s'il est faux, ou le doute angoissant d'une quête sans fin de la vérité? Faites votre choix dans les commentaires. Le pouvoir des idées d'Aristote ne reposait pas seulement sur leur cohérence interne, mais aussi sur le pouvoir de celui qui les propageait. Alexandre le Grand, son élève, n'a pas seulement conquis des territoires, il a exporté la culture hellénistique. Et au cœur de cette culture se trouvait la philosophie de son tuteur. Partout où les phalanges macédoniennes s'avançaient, l'ombre d'Aristote suivait. Mais c'est après la mort prématurée du conquérant que son héritage intellectuel trouva sa forteresse la plus imprenable. Dans la ville qu'il avait fondée sur le delta du Nil, Alexandrie, ses successeurs, les Ptolémées, entreprirent un projet d'une ambition folle. Rassembler tout le savoir du monde en un seul lieu. Ce fut la naissance de la grande bibliothèque d'Alexandrie, un nom qui évoque la lumière de la connaissance, mais qui, paradoxalement, devint le mausolée de la pensée critique. La bibliothèque n'était pas conçue comme un laboratoire de recherche, mais comme une archive. Sa mission première était d'acquérir, de copier et de cataloguer. Des navires étaient de fouiller à leur arrivée au port, et tout livre trouvé à bord était confisqué, copié, l'original étant conservé et la copie rendue au propriétaire. Des centaines de savants financés par l'État s'affairaient entre ces murs. Mais que faisaient-ils ? Ils ne lançaient pas de nouvelles expéditions, ne menaient pas d'expériences cruciales. Non, ils commentaient.
Ils passaient leur vie à analyser, à systématiser et à interpréter les œuvres des grands maîtres du passé. Et au sommet de ce panthéon intellectuel trônait Aristote. Ses œuvres devinrent le canon, la référence absolue à laquelle tout autre savoir devait être mesuré. Le contester n'était plus un acte de débat philosophique, mais un signe d'ignorance crasse, une preuve que l'on n'avait pas bien lu le maître. Le paradoxe est tragique. Le plus grand centre de savoir du monde antique devint le principal vecteur de la stagnation. L'accumulation de connaissances se substitua à leur création. Imaginez des milliers de cerveaux brillants, libérés des soucis matériels, réunis en un seul lieu, avec accès à la quasi-totalité de la sagesse humaine. Quel potentiel! Pourtant, cette concentration de matière grise, au lieu de produire une explosion de découvertes, engendra une scolastique stérile. L'objectif n'était plus de regarder le monde, mais de trouver dans quel tiroir aristotélicien chaque phénomène pouvait être rangé. L'autorité des textes anciens écrasait toute observation nouvelle qui aurait pu les contredire. C'est entre les murs de cette bibliothèque que des génies furent étouffés dans l'œuf. Pensez à Héron d'Alexandrie, au 1er siècle de notre ère. Cet ingénieur et mathématicien inventa l'éolipile, une sphère creuse qui tournait sur elle-même grâce à l'éjection de vapeur par deux becs coudés. C'était en substance le premier moteur à réaction, une turbine à vapeur primitive. Une invention qui aurait pu changer le cours de l'histoire, déclencher une révolution industrielle avec 1700 ans d'avance. Mais que devint l'éolipile? Un jouet, une curiosité de salon. Pourquoi? Parce que dans la physique d'Aristote, il n'y avait pas de place pour une telle chose. Le mouvement devait avoir une cause directe, un moteur qui pousse ou qui tire. L'idée d'une force de réaction, d'un mouvement engendré par l'expulsion de matière, était inconcevable. La machine d'Héron fonctionnait sous les yeux de tous, mais elle était théoriquement impossible. Et dans le monde d'Alexandrie, la théorie d'Aristote était plus réelle que la réalité. L'Église a bâti son univers sur les fondations d'Aristote, et lorsque Galilée a fait bouger la Terre, ce ne sont pas seulement les murs des observatoires qui ont craqué, mais aussi ceux des cathédrales. C'est l'essence même de la tyrannie du dogme. Un fait observable qui contredit la théorie est rejeté comme une illusion ou une anomalie sans importance. Aristarque de Samos, bien avant, avait suggéré que la Terre tournait autour du Soleil. Ses écrits étaient probablement dans la bibliothèque, mais son hypothèse fut balayée. Pourquoi? Parce qu'Aristote avait trouvé que la Terre était le centre de l'univers. Ces arguments, basés sur une physique erronée et l'absence de parallaxe stellaire observable à l'œil nu, semblaient inattaquables. Personne n'osa construire un modèle mathématique alternatif sérieux. L'autorité unique avait parlé, le débat était clos. La science alexandrine excella dans les domaines où Aristote était soit silencieux, soit en accord avec la réalité. Euclide y développa sa géométrie car elle était un système déductif pur, ne contredisant pas le maître. Ératosthène y calcula la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante, une prouesse d'observation et de géométrie. Mais ces éclairs de génie ne faisaient qu'illuminer les murs de la prison sans jamais les remettre en question. On pouvait mesurer la cage avec une précision exquise, mais on ne pouvait pas en sortir. Le travail des savants se mua en une forme de taxidermie intellectuelle. On prenait des idées vivantes, on les tuait, on les empaillait et on les plaçait dans la vitrine appropriée du grand musée aristotélicien. L'atmosphère de la bibliothèque, qui aurait dû être celle d'une effervescence créatrice, devint celle d'une vénérable maison de retraite pour les idées. Le respect pour le passé se transforma en un culte paralysant. Les bibliothécaires devinrent les grands prêtres de cette nouvelle religion, et les commentateurs en furent les théologiens. Leur pouvoir n'était pas politique, mais il était bien plus insidieux. Ils contrôlaient le savoir. Ils décidaient quels textes étaient dignes d'être recopiés et étudiés et lesquels étaient des hérésies à ignorer. Et leur critère ultime était la compatibilité avec le système aristotélicien. La richesse et la diversité de la pensée mondiale furent de passer au tamis d'une seule philosophie. Ce qui passait à travers était canonisé. Le reste était condamné à l'oubli. Le feu qui détruisit finalement la bibliothèque d'Alexandrie est souvent présenté comme une catastrophe culturelle sans précédent, la nuit tombant sur le monde de la connaissance. C'est en partie vrai. Mais il faut aussi se demander si ce temple du savoir n'était pas déjà devenu
depuis longtemps, un mausolée. La véritable destruction n'avait pas été causée par les flammes, mais par le lent poison de la dogmatisation. La perte des livres fut une tragédie, mais la perte de la curiosité et de l'esprit critique, qui avait eu lieu des siècles plus tôt entre ces mêmes murs, fut une catastrophe bien plus grande. La science n'est pas une collection de faits dans un livre, c'est une méthode de questionnement du monde. Et cette méthode, à Alexandrie, avait été sacrifiée sur l'autel de l'autorité. La sclérose intellectuelle s'installa. Les générations se succédèrent, recopiant les mêmes textes, rédigeant des commentaires sur des commentaires. La science devint une conversation entre des hommes morts, arbitrés par Aristote. Les quelques esprits originaux, comme Héron, étaient des anomalies, des éclairs sans lendemain. Le système était trop puissant, trop complet, trop vénéré. Il avait atteint le statut d'une vérité révélée. La prison était désormais consacrée, gardée par les esprits les plus brillants de leur temps. Mais l'empire des Ptolémées déclinait. Une nouvelle puissance, pragmatique et insatiable, montait à l'ouest. Une puissance qui se souciait moins de métaphysique que d'aqueduc, moins de cosmologie que de légion. Rome. Alors que la lumière d'Alexandrie vacillait, les textes sacrés d'Aristote, ou plutôt des versions simplifiées et digérées de ceux-ci, commencèrent leur voyage à travers la Méditerranée. Ils allaient entrer dans un monde différent, un monde qui n'allait pas les commenter avec une dévotion savante, mais les absorber comme des vérités pratiques et indiscutables. La cage allait changer de propriétaire et ses murs allaient se teinter de la couleur du droit romain et du béton des ingénieurs. Le déclin de la curiosité allait entrer dans une nouvelle phase, moins philosophique et plus administrative. Le monde romain, qui hérita de la pensée grecque, était radicalement différent. Rome était une civilisation d'action, de droit, d'ingénierie et de conquête. Le doute métaphysique et la quête désintéressée de la connaissance, si chère aux Grecs, étaient pour les Romains des luxes, voire des faiblesses. Ils n'avaient pas le temps pour les questions sans fin. Ils avaient besoin de réponses fonctionnelles. Et l'aristotélisme tardif, déjà simplifié et dogmatisé par les commentateurs d'Alexandrie, leur offrit exactement cela. Un manuel d'utilisation du monde clair, structuré et surtout ne demandant aucune vérification. La grande machine impériale romaine n'avait pas besoin de physiciens, mais de techniciens. Elle n'avait pas besoin de philosophes, mais de rhéteurs. Les Romains ont donc pris à Aristote ce qui leur était immédiatement utile. Sa logique, disséquée et transformée en un ensemble de règles par des penseurs comme Cicéron, devint l'épine dorsale de la rhétorique et de l'art oratoire, des outils essentiels pour tout avocat ou politicien. Ses classifications biologiques et sa vision ordonnée de la nature servirent de modèle pour organiser l'immense diversité des terres et des peuples conquis. Quant à sa physique et à sa cosmologie, elles furent acceptées en bloc comme un article de foi. Pourquoi un général romain occupé à planifier la construction d'un pont sur le Rhin aurait-il perdu son temps à vérifier si les objets lourds tombent réellement plus vite que les légers? Le maître l'avait dit, les savants grecs l'avaient confirmé, l'affaire était entendue. Le pragmatisme romain, si efficace dans la construction de routes et la gestion d'un empire, devint un allié inattendu de la stagnation intellectuelle. La grande tradition grecque du débat, du dialogue socratique, où chaque certitude était mise à l'épreuve, s'éteignit. L'éducation romaine se concentra sur l'imitation des grands modèles du passé et sur l'acquisition de compétences pratiques. La science, au sens d'une exploration ouverte de la nature, cessa d'exister. Elle fut remplacée par la compilation. La figure emblématique de cette époque est Pline l'Ancien. Son œuvre monumentale, l'Histoire naturelle, est un condensé fascinant et terrifiant de l'esprit romain appliqué à la connaissance. C'est un immense catalogue du monde où des observations précises sur la botanique ou la minéralogie côtoient sans la moindre distance critique les fables les plus insensées et les erreurs physiques d'Aristote. Pline ne mène pas d'expérience, il compile ce qui a été dit par d'autres, en accordant la même crédibilité à un témoignage oculaire qu'à une citation d'un auteur ancien. Son travail, admiré et copié pendant plus de 1500 ans, a figé dans le marbre les dogmes aristotéliciens, en leur donnant le sceau de l'autorité romaine. Le fracas des légions et le bruit des marteaux sur les chantiers des aqueducs étouffèrent la voix silencieuse de la raison. La curiosité devint une excentricité.
Pourquoi spéculer sur la nature des cieux quand il y avait des provinces à administrer et des barbares à repousser? L'univers aristotélicien, avec sa terre immobile au centre, ses cieux parfaits et ordonnés, convenait parfaitement à l'esprit impérial. C'était un cosmos hiérarchisé, stable, prévisible, un reflet céleste de l'ordre que Rome cherchait à imposer sur Terre. Mettre en doute cet ordre cosmique aurait été, d'une certaine manière, mettre en doute l'ordre romain lui-même. La prison intellectuelle héritée des Grecs fut ainsi renforcée par les murs du pragmatisme et de l'idéologie impériale. Puis l'Empire commença à vaciller. Les invasions, les guerres civiles, la crise économique et politique ébranlèrent les fondations du monde romain. Dans ce chaos grandissant, la quête de nouvelles connaissances devint encore plus superflue. La priorité était de préserver ce qui restait du passé. Les grands textes furent de moins en moins étudiés dans leur intégralité. On leur préféra des résumés, des abrégés, des manuels scolaires qui simplifiaient la doctrine à l'extrême, la transformant en un ensemble de slogans faciles à mémoriser. La pensée d'Aristote, déjà dogmatisée, fut passée au hachoir de la simplification romaine tardive. Ne restèrent que des formules catégoriques, dépouillées de toute nuance et de tout le contexte argumentatif originel. La cage se rétrécissait, ses barreaux se resserraient. Et la chute de l'Empire romain d'Occident au Ve siècle acheva le travail. Les bibliothèques furent pillées ou incendiées. Les réseaux d'échanges intellectuels furent brisés. Une grande partie des textes grecs originaux disparut de l'Europe occidentale. Ce qui survécut, ce fut principalement ces versions latines simplifiées, ces résumés de résumés. L'héritage d'Aristote, pour l'Occident, fut réduit à une caricature de lui-même, un squelette de dogme sans la chair du raisonnement. L'Europe entrait dans une nouvelle ère, une ère de foi et de survie, où la seule lumière semblait provenir d'une nouvelle institution qui s'élevait sur les ruines de Rome, l'Église chrétienne. C'est dans les monastères, isolés du chaos du monde, que les derniers fragments du savoir antique furent préservés. Les moines copistes recopièrent patiemment les textes de Pline, de Boès et les quelques bribes de la logique aristotélicienne qui avaient survécu. Mais ils le firent avec un nouvel objectif. Il ne s'agissait plus de comprendre le monde pour le maîtriser comme les Romains, ni même de le contempler comme les Grecs. Il s'agissait de trouver dans la sagesse païenne des outils pour comprendre et défendre la foi chrétienne. La philosophie antique était devenue la servante de la théologie. Le déclin avait été long et progressif. De la prison dorée d'Alexandrie, où l'on commentait l'œuvre du maître avec une vénération savante, on était passé à la caserne pragmatique de Rome, où l'on utilisait ses conclusions sans se poser de questions, pour finir dans le scriptorium monastique, où l'on recopiait ces fragments comme des reliques d'un monde perdu en les interprétant à la lumière de la révélation. La cage de la pensée, construite par un philosophe grec, solidifiée par des bibliothécaires égyptiens et bétonnée par des ingénieurs romains, allait bientôt recevoir sa consécration ultime. Pendant ce temps, dans un autre monde, une nouvelle civilisation florissante redécouvrait les textes originaux. Le monde islamique de Bagdad à Cordoue traduisit massivement les œuvres d'Aristote directement du grec. Des philosophes et savants comme Al-Kindi, Avicenne et Averroès se plongèrent dans l'étude du maître, écrivant des commentaires d'une profondeur que l'Occident avait oubliée depuis longtemps. Ils tentèrent de concilier la philosophie grecque et la foi islamique. Mais c'est par eux que le corpus complet d'Aristote allait, après des siècles d'absence, faire un retour explosif en Europe. Un retour qui allait provoquer une révolution intellectuelle et sceller l'alliance la plus puissante et la plus funeste de l'histoire de la pensée. L'union de la science d'Aristote et de la théologie de l'Église. Le piège était sur le point de se refermer pour un millénaire. La redécouverte des œuvres complètes d'Aristote par l'Europe chrétienne au XIIe et XIIIe siècle, principalement via l'Espagne musulmane et les traductions de l'arabe et du grec, eut l'effet d'une bombe atomique intellectuelle. Les fragments et les résumés avec lesquels les savants médiévaux avaient travaillé jusqu'alors apparurent soudain pour ce qu'ils étaient, les maigres vestiges d'un continent de pensée englouti. D'un coup, l'Occident avait accès à un système complet, une explication totale de l'univers, de sa physique, de sa biologie, de sa logique et de sa métaphysique. L'impact fut immense, et la réaction de l'Église fut d'abord la méfiance, puis l'hostilité.
Ce païen, avec son univers éternel et son Dieu impersonnel, semblait incompatible avec le dogme chrétien. Interdire ses œuvres fut la première impulsion, mais c'était impossible. La puissance explicative du système aristotélicien était trop grande pour être ignorée. C'est alors qu'entra en scène un homme dont le génie allait, paradoxalement, plonger l'Europe dans une obscurité encore plus profonde. Thomas d'Aquin, un moine dominicain italien, un esprit titanesque, qui entreprit la tâche la plus ambitieuse qui soit, synthétiser la philosophie païenne d'Aristote et la théologie chrétienne. Il voulait construire un pont entre la raison et la foi. Son œuvre, la Somme théologique, est un monument de l'intellect humain. Il y accomplit un véritable tour de force en baptisant Aristote. Il montra que la logique du philosophe grec pouvait être utilisée pour prouver l'existence de Dieu. Il intégra sa physique et sa cosmologie dans une vision chrétienne du monde. Et c'est là que la catastrophe se produisit. L'union impie fut scellée. En intégrant le système d'Aristote à la doctrine de l'Église, Thomas d'Aquin ne l'a pas seulement légitimé, il l'a sacralisé. Chaque erreur du philosophe grec devint une vérité de foi. Le modèle géocentrique de l'univers, avec la Terre immobile au centre, ce n'était plus une théorie scientifique, mais une représentation de la place centrale de l'homme dans le plan divin. La doctrine des lieux naturels, où chaque chose tend à retourner à son origine. Elle devint une métaphore de l'âme aspirant à rejoindre Dieu. La physique erronée, la biologie fantaisiste, la cosmologie naïve, tout fut absorbé et sanctifié. La prison intellectuelle, déjà si robuste, se vit dotée de murs de cathédrales et de gardiens en soutane. Désormais, douter d'Aristote n'était plus une simple erreur intellectuelle. C'était une hérésie. Auriez-vous pu vous opposer à tous, sachant que votre raison ne serait prouvée que des centaines d'années plus tard ? C'est le dilemme auquel furent confrontés les penseurs à partir de ce moment. La science d'Aristote devint le dogme officiel de l'Église catholique, enseigné dans les universités naissantes de Paris, d'Oxford et de Bologne. La scolastique, cette méthode de débat philosophique basée sur la logique aristotélicienne, devint l'unique mode de pensée acceptable. Mais c'était un débat en cage. On pouvait discuter à l'infini pour savoir combien d'anges peuvent danser sur une tête d'épingle, mais on ne pouvait pas se demander si les cieux étaient réellement faits de sphères de cristal. La raison avait été enrôlée pour défendre la forteresse de la foi, et les fondations de cette forteresse étaient les écrits d'un païen mort depuis plus de 1500 ans. La plus puissante dictature idéologique de l'histoire était née. Une dictature qui ne contrôlait pas seulement les corps, mais les esprits. Elle disposait d'un système philosophique complet pour répondre à toute question, d'une institution universelle, l'Église, pour le diffuser, et d'une police de la pensée pour punir les déviants, l'Inquisition. Toute observation, toute expérience qui contredisait le dogme aristotélicien thomiste était considérée non seulement comme fausse, mais comme une attaque contre Dieu lui-même. Le livre de la nature, que l'on pouvait lire avec ses propres yeux, fut fermé. Le seul livre autorisé était celui interprété par l'Église à travers les lunettes déformantes d'Aristote. L'atmosphère devint gothique, majestueuse et sinistre. Les voûtes des cathédrales semblaient peser sur la pensée humaine et les vitraux ne montraient pas seulement des scènes bibliques, mais aussi une image fausse de l'univers, un cosmos ordonné par Dieu selon les principes d'Aristote. Cette synthèse grandiose de la foi et de la raison erronée était d'une puissance écrasante. Elle offrait une cohérence totale, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, de Dieu au plus humble des paysans, du mouvement des planètes à la chute d'une feuille. C'était un ordre rassurant, mais c'était l'ordre d'un cimetière. La curiosité scientifique était morte et enterrée sous l'autel. Pendant des siècles, l'intelligence européenne fut piégée dans cette construction magnifique et mortifère. Les universités, au lieu d'être des lieux d'innovation, devinrent des conservatoires du savoir ancien. Le but d'un savant n'était pas de découvrir, mais de maîtriser le corpus de textes existants et de le défendre contre toute objection. L'argument d'autorité régna en maître absolu. Une citation d'Aristote ou de la Bible avait plus de poids que n'importe quelle preuve matérielle. La pensée critique fut remplacée par l'exégèse. Le système était conçu pour s'auto-préserver. Tout penseur qui osait sortir du cadre était immédiatement confronté à un mur. S'il utilisait la logique pour critiquer le système, on lui répondait que sa logique était défaillante,
car la seule logique correcte était celle d'Aristote. S'il présentait une preuve expérimentale, on lui répondait que ses sens le trompaient, car la réalité devait se conformer aux principes premiers établis par le maître. C'était un cercle parfait, une boucle logique impossible à briser de l'intérieur. C'est ainsi que la pensée d'un homme devint la loi de Dieu, une loi gravée non sur des tables de pierre, mais dans les esprits de millions de personnes transmises de génération en génération. La fusion de l'autorité grecque et de la puissance romaine avait déjà créé une cage solide. L'ajout du ciment divin de la théologie chrétienne la rendit indestructible, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais même dans la nuit la plus sombre, des lueurs apparaissent. Des hommes, souvent au sein même de l'Église, commencèrent à voir les fissures dans les murs de la prison. Ils ne cherchaient pas à la détruire, mais simplement à laisser entrer un peu de lumière. Et pour cet humble désir, ils allaient payer un prix terrible. La guerre souterraine pour la libération de l'esprit était sur le point de commencer. Le système semblait parfait, mais il contenait en lui-même les germes de sa propre destruction. L'Église, en adoptant la logique aristotélicienne comme outil, avait involontairement donné à ses propres penseurs une arme qui pouvait un jour se retourner contre elle. Pensez-y, est-ce qu'une vérité, pour être protégée, a besoin d'un dogme religieux ou la vérité se défend-elle par la simple force des faits ? Partagez votre avis dans les commentaires et voyons si les temps ont vraiment changé. Même au sein de la forteresse apparemment imprenable du dogme scolastique, des voix dissidentes commencèrent à s'élever. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ouverte, mais d'une guerre de partisans, menée dans l'ombre des cloîtres et des amphithéâtres universitaires. C'étaient les hérétiques de la raison, des hommes qui, tout en respectant le cadre général de la foi et de la philosophie admise, osèrent poser des questions qui érodaient lentement les fondations de l'édifice aristotélicien. Le premier de ces francs-tireurs fut peut-être Roger Bacon, un moine franciscain anglais du XIIIe siècle. Un esprit universel surnommé Doctor Mirabili, dans le docteur admirable. Bacon était un homme de son temps, un croyant fervent, mais il était consumé par une idée révolutionnaire. La connaissance ne pouvait pas seulement venir des livres anciens, elle devait être vérifiée par l'expérience. Bacon prônait une science expérimentale. Il étudia l'optique non seulement en lisant les auteurs grecs et arabes, mais en polissant des lentilles. Il rêvait de machines volantes, de navires sans rameurs et de chariots se déplaçant à des vitesses incroyables. Il critiquait la confiance aveugle de ses contemporains dans l'autorité d'Aristote, affirmant que même le grand philosophe pouvait s'être trompé. Pour ses nouveautés dangereuses, pour son intérêt pour l'alchimie et l'astrologie, et surtout pour son insistance sur la primauté de l'expérience, il se fit de puissants ennemis. Il passa de nombreuses années de sa vie en prison ou en résidence surveillé sur ordre de son propre ordre religieux. Roger Bacon fut la première victime de la nouvelle alliance entre la science d'Aristote et le pouvoir de l'Église. Il avait osé suggérer que le livre de la nature, écrit par Dieu, pouvait être lu directement sans l'intermédiaire obligé du philosophe grec. La lutte se poursuivit dans les universités elles-mêmes, au cœur même du système. À l'université de Paris et au Merton College d'Oxford, au XIVe siècle, un groupe de penseurs connus sous le nom de calculateurs et de nominalistes commencèrent à saper discrètement l'un des piliers de la physique d'Aristote, sa théorie du mouvement. Pour Aristote, un objet lancé, comme une flèche, continuait à se déplacer parce que l'air, déplacé à l'avant, se précipitait à l'arrière pour la pousser. Une explication compliquée et manifestement fausse. Des penseurs comme Jean Buridan à Paris proposèrent une idée beaucoup plus élégante et puissante. La théorie de l'impetus. Selon Buridan, le lanceur transmet à l'objet un certain impetus, une force interne qui le maintient en mouvement et qui diminue progressivement à cause de la résistance de l'air et de la gravité. C'était une idée d'une importance capitale. L'impetus était un ancêtre direct du concept de moment cinétique ou d'inertie de Galilée et Newton. Elle internalisait la cause du mouvement, la plaçant dans l'objet lui-même plutôt que dans le milieu environnant. C'était un coup mortel porté au cœur de la dynamique aristotélicienne. Un autre penseur, Nicole Oresme, alla encore plus loin. En réfléchissant à la possibilité que l'univers soit différent de ce que disait Aristote,
Il argumenta, à titre d'hypothèse, que ce pourrait être la Terre qui tourne sur elle-même chaque jour, et non le ciel qui tourne autour d'elle. Il conclut même qu'il serait impossible de le savoir par l'observation, car tout se passerait comme si le ciel tournait. Il n'affirma jamais que c'était la réalité. Cela aurait été une hérésie suicidaire, mais le simple fait de l'envisager, de le formuler comme une possibilité logique, était un acte d'une audace intellectuelle inouïe. Ce n'était pas encore une révolution, c'était un sabotage mené de l'intérieur. Buridan, Oresme et les autres ne se présentaient pas comme des ennemis d'Aristote. Au contraire, ils formulaient leurs critiques sous la forme de commentaires sur ses œuvres. C'était la seule façon de survivre. Ils détachaient les pierres du mur de la prison une par une, en prétendant simplement en examiner la solidité. Leurs idées circulèrent sous forme de manuscrits dans les universités, lus et débattus par des cercles restreints d'intellectuels. Mais elles ne sortirent pas du monde académique. La société dans son ensemble, et l'Église en particulier, continuaient de vivre dans un univers strictement aristotélicien. Le courage de ces hommes était immense, mais discret. Ils ne cherchaient pas la gloire, mais la cohérence. Ils voyaient les contradictions entre la doctrine officielle et la logique ou l'observation, et ils tentaient de les résoudre. Chaque doute, cependant, était un risque pour sa carrière, pour sa réputation et potentiellement pour sa liberté. L'orthodoxie était gardée par des esprits puissants, qui voyaient dans ces nouvelles idées non pas des avancées, mais des menaces pour l'ordre du monde. La moindre fissure dans l'édifice pouvait, craignait-il, le faire s'effondrer tout entier. Et il n'avait pas entièrement tort. Ces chuchotements conspirateurs dans les amphithéâtres, ces manuscrits interdits passés de main en main, étaient les premiers signes d'un dégel intellectuel. Ils préparaient le terrain pour les géants qui allaient de suivre. Ils affûtaient les outils logiques et mathématiques qui seraient nécessaires pour démanteler la vieille physique. Ils montraient qu'il était possible de penser en dehors de la cage, même si l'on n'osait pas encore en sortir. Ils étaient la preuve que même dans le système le plus totalitaire, l'esprit humain conserve une capacité irrépressible à douter, à questionner, à imaginer d'autres possibles. L'histoire de ces pionniers est souvent oubliée, éclipsée par les figures plus spectaculaires de la Renaissance et de la Révolution scientifique. Mais leur rôle fut essentiel. Ils furent les sapeurs qui placèrent les charges explosives à la base de la forteresse. Ils travaillèrent dans l'obscurité, sans savoir s'ils verraient un jour les résultats de leurs efforts. Ils étaient animés par la conviction que la raison, même si elle devait avancer masquée, finirait par l'emporter sur l'autorité aveugle. Cette guerre souterraine dura près de 3 siècles. 3 siècles de critiques subtiles, d'hypothèses audacieuses formulées avec une prudence infinie, de concepts révolutionnaires déguisés en simples commentaires de texte. C'était une lente accumulation de poudre à canon intellectuelle au pied du dogme. Le monde n'était pas encore prêt pour la grande explosion. Il fallait un changement plus profond. Il fallait que l'Europe sorte du Moyen-Âge, qu'elle redécouvre la confiance en l'homme, qu'elle invente l'imprimerie pour diffuser les idées à une vitesse inédite et qu'elle se lance à la conquête de nouveaux mondes au-delà des mers, découvrant des réalités que ni Aristote ni la Bible n'avaient jamais prévues. La Renaissance fut l'étincelle. Un Polonais, chanoine de son état du nom de Nicolas Copernic, allait reprendre l'hypothèse de Nicole Oresme et la transformer en un système mathématique complet. Il n'allait pas seulement suggérer que la Terre bougeait, il allait le démontrer mathématiquement. Mais il le fit avec une telle prudence qu'il ne publia son livre qu'à la toute fin de sa vie. Le coup avait été porté, mais en silence. La bataille décisive n'allait pas être menée dans les livres de mathématiques complexes, mais en plein jour sur la place publique. Il fallait un homme assez courageux, assez brillant et assez imprudent pour défier ouvertement le géant aristotélicien. Cet homme naquit en Italie, à Pise. Son nom était Galileo Galilei. Et il n'apportait pas seulement des arguments, il apportait une arme nouvelle et terrible, le télescope. La publication du livre de Copernic, Des révolutions des sphères célestes, en 1543, fut un coup de tonnerre silencieux. L'ouvrage était écrit dans un langage mathématique austère, incompréhensible pour le commun des mortels, et son auteur avait prudemment présenté son système héliocentrique comme une simple hypothèse commode pour les calculs. L'Église laissa d'abord faire.
L'idée semblait absurde, contraire aux Écritures et au bon sens. La Terre, ce roc solide sous nos pieds, volant à travers l'espace? Impensable. Le dogme aristotélicien thomiste resta intact. Mais la brèche était ouverte. Il fallait maintenant un combattant pour la transformer en une attaque frontale. Cet homme fut Galileo Galilei, un mathématicien et astronome italien doté d'un esprit aussi vif que sa plume était acérée. Galilée n'était pas un diplomate, c'était un polémiste de génie qui décida de porter la guerre sur la place publique. Sa première attaque fut dirigée contre la physique d'Aristote. La légende, probablement apocryphe, mais ô combien symbolique, raconte qu'il monta au sommet de la tour de Pise et laissa tomber 2 boulets de poids différents. Devant une foule d'étudiants et de professeurs stupéfaits, les 2 objets touchèrent le sol en même temps, contredisant directement l'affirmation d'Aristote selon laquelle les corps les plus lourds tombent plus vite. Vrai ou non, l'anecdote illustre parfaitement la méthode de Galilée. Non pas la déduction à partir de principes de premier, mais l'expérimentation. Il ne demandait pas « que devrait-il se passer selon Aristote ?» mais de « que se passe-t-il réellement ?» C'était une gifle publique à 2000 ans d'autorité. La science, pour la première fois, descendait de sa chair pour mettre les mains dans le cambouis. Mais l'arme décisive de Galilée fut le télescope. En 1609, ayant entendu parler d'une invention hollandaise qui permettait de voir les objets lointains, il en construisit sa propre version, bien plus puissante. Et il commit un acte d'une simplicité et d'une audace révolutionnaire. Il le pointa vers le ciel. Ce qu'il y vit allait pulvériser le cosmos d'Aristote. Le dogme affirmait que les corps célestes étaient des sphères parfaites et lisses. Galilée regarda la Lune et y vit des montagnes, des vallées, des cratères, exactement comme sur la Terre. La distinction sacrée entre un monde sublunaire imparfait et corruptible et un monde céleste parfait et immuable s'effondrait. La prison intellectuelle perdait son toit. Chaque nouvelle observation était un boulet de canon tiré contre les murs de la vieille doctrine. Aristote disait que tout tournait autour de la Terre. Galilée découvrit 4 lunes en orbite autour de Jupiter. Il y avait donc dans l'univers des corps qui ne tournaient pas autour de la Terre. Le système solaire avait plusieurs centres de rotation. C'était une violation flagrante des règles. Il observa les phases de Vénus qui changeaient d'aspect comme la Lune, passant de pleine à un fin croissant. C'était une preuve irréfutable que Vénus tournait autour du Soleil et non de la Terre. Le modèle géocentrique n'était plus seulement moins élégant que celui de Copernic, il était physiquement impossible. Le télescope n'était pas seulement un instrument scientifique, c'était une machine à tuer les dogmes. Galilée publia ses découvertes en italien, la langue du peuple, et non en latin, la langue des savants. Il voulait que tout le monde sache. Ce fut son plus grand triomphe et sa plus grande erreur. L'Église, qui avait toléré le système de Copernic comme une hypothèse mathématique, ne pouvait accepter que cette hérésie soit diffusée au grand public. Les défenseurs d'Aristote, les professeurs d'université dont toute la carrière reposait sur le vieux système, contre-attaquèrent avec fureur. Ils refusèrent de regarder dans le télescope, affirmant que c'était un instrument du diable qui créait des illusions. Ils attaquèrent le Galilée avec des arguments théologiques. Si la Terre bouge, alors Josué n'a pas pu arrêter le soleil. La bataille n'était plus scientifique, elle était devenue une guerre de religion. Le point culminant fut le procès de Galilée par l'Inquisition en 1633. Toute la puissance du dogme s'abattit sur un seul homme vieillissant. Le montage était saisissant. D'un côté, un scientifique armé de ses observations, de ses calculs, de ses preuves. De l'autre, des cardinaux armés de l'autorité d'Aristote et de la Bible. C'était l'affrontement non seulement de 2 visions du monde, mais de 2 méthodes pour atteindre la vérité. Le monde de l'autorité contre le monde des faits. Le résultat était connu d'avance. Face à la menace de la torture, Galilée, âgé de 69 ans, abjura. À genoux, il jura que la terre était immobile. La légende veut qu'en se relevant, il est murmuré, et pourtant, elle tourne. La condamnation de Galilée fut une victoire à la Pyrrhus pour le dogme. L'Église avait gagné la bataille, mais elle avait perdu la guerre pour les esprits. Elle avait montré au monde entier qu'elle préférait une erreur réconfortante à une vérité dérangeante. Elle avait transformé un débat scientifique en une question de pouvoir et d'obéissance. La prison intellectuelle n'avait jamais montré son visage de geôlière avec autant de clarté.
En forçant Galilée à se taire, l'Inquisition a crié au monde que ses croyances étaient si fragiles qu'elles ne pouvaient s'y supporter d'être remises en question. Le silence imposé à un homme résonna plus fort que tous ses discours. La révolution était en marche et ne pouvait plus être arrêtée. Les idées de Galilée se répandirent en Europe, en particulier dans les pays protestants, hors de portée de l'Inquisition romaine. La physique d'Aristote était morte même si son cadavre allait encore encombrer les universités pendant un siècle. Galilée avait fait plus que prouver que la Terre tournait. Il avait prouvé que la vérité scientifique ne se décrète pas, elle se découvre. Il avait prouvé que l'autorité, aussi ancienne et vénérable soit-elle, doit s'incliner devant la preuve. Mais la tyrannie d'Aristote ne s'exerçait pas seulement dans les cieux. Elle pesait aussi sur la connaissance la plus intime que l'homme puisse avoir, celle de son propre corps. Un autre front de la guerre de libération était sur le point de s'ouvrir. Un front non pas dans les observatoires, mais dans les théâtres d'anatomie nauséabonds, où des hommes courageux allaient défier un autre tabou, armés non pas d'un télescope, mais d'un scalpel. La prison biologique était encore intacte, et ses murs étaient de peut-être encore plus épais que ceux de la prison cosmologique. La bataille de Galilée avait secoué les cieux, mais sur Terre, et plus précisément à l'intérieur du corps humain, une autre dictature intellectuelle, tout aussi ancienne et dévastatrice, régnait sans partage. Aristote ne s'était pas seulement trompé sur la chute des corps et le mouvement des planètes. Ses théories biologiques et médicales, bien que basées sur des dissections d'animaux, étaient un mélange d'observations précises et d'erreurs monumentales. Il croyait que le cœur, et non le cerveau, était le siège de l'intelligence et des émotions. Il soutenait la théorie de la génération spontanée, selon laquelle des êtres vivants comme les insectes ou les souris pouvaient naître de la matière inerte, comme la boue ou le linge sale. Ces idées, comme le reste de son œuvre, allaient être figées en dogme, avec des conséquences tragiques pour la santé de l'humanité pendant près de 2 millénaires. Le principal responsable de la canonisation de ces erreurs fut un médecin grec du IIe siècle de notre ère, Claude Galien. Galien était un anatomiste brillant pour son époque, mais il ne disséquait que des animaux, des singes, des porcs, car la dissection humaine était un tabou dans la Rome antique. Il extrapola ses découvertes à l'anatomie humaine, créant un système médical complet mais profondément défectueux. Et comme Pline l'Ancien, pour les sciences naturelles, Galien vénérait Aristote. Il intégra les erreurs du philosophe dans son propre système, lui donnant une autorité médicale quasi divine. Pendant plus de 1300 ans, la médecine en Europe fut essentiellement l'étude et le commentaire des œuvres de Galien. Contester Galien était aussi impensable que de contester Aristote ou la Bible. L'Église, en particulier, renforça cette stagnation. En adoptant la philosophie aristotélicienne, elle sacralisa aussi sa biologie. L'interdiction de la dissection des corps humains, déjà présente dans l'Antiquité, fut renforcée par des considérations religieuses sur la sainteté du corps et la résurrection. Le résultat fut une catastrophe sanitaire qui dura des siècles. Les médecins soignaient des gens sans avoir la moindre idée de la manière dont leur corps était réellement constitué. Ils apprenaient une anatomie basée sur des dissections de singes, prescrivaient des saignées pour équilibrer les 4 humeurs, une théorie héritée des Grecs et validée par Galien, et priaient face à des épidémies qu'ils étaient totalement incapables de comprendre, attribuant souvent la maladie à un châtiment divin plutôt qu'à des causes naturelles. La prison biologique était un lieu de souffrance et de mort. Il fallut attendre la Renaissance pour que le premier mur de cette prison ne se fissure. Un jeune médecin et anatomiste flamand, André Vézal, décida de commettre le sacrilège ultime, voir par lui-même. Professeur à l'université de Padoue, il fut le premier à baser son enseignement non pas sur la lecture des textes de Galien, mais sur la dissection publique de cadavres humains, qu'il obtenait souvent en volant les corps des criminels exécutés. Dans l'odeur pestilentielle du théâtre anatomique, Vézal, scalpel en main, révéla au monde la vérité sur sa propre chair. Et ce qu'il découvrit, c'est que Galien s'était trompé, sur des centaines de points. Le foie humain n'avait pas 5 lobes comme celui du chien, la mâchoire inférieure était faite d'un seul os, et non de 2, et le cœur ne contenait pas les pores que Galien avait imaginés pour expliquer le passage du sang.
En 1543, la même année que la publication du livre de Copernic, Vézal publia son chef-d'œuvre de la structure du corps humain. Ce livre, illustré de planches anatomiques d'une beauté et d'une précision inégalée, fut une révolution. C'était l'équivalent pour la médecine du télescope de Galilée pour l'astronomie. C'était un acte de défiance ouverte contre l'autorité des anciens. Vézal ne se contenta pas de corriger Galien. Il le fit avec une ironie mordante montrant à quel point la confiance aveugle dans les textes avait empêché les médecins de voir la vérité qui était littéralement sous leurs mains. Il fut, bien sûr, violemment attaqué par les galénistes, les gardiens de l'orthodoxie médicale qui l'accusèrent d'arrogance et d'hérésie. Mais le mal était fait, le corps humain avait été révélé et la médecine ne serait plus jamais la même. La libération de la biologie ne faisait que commencer. Un siècle plus tard, un autre rebelle, cette fois-ci un médecin anglais nommé William Harvey, porta un autre coup fatal à la médecine ancienne. En menant des expériences méticuleuses, notamment des vivisections d'animaux, il démontra que le sang circulait dans le corps, propulsé par le cœur qui agissait comme une pompe dans un système fermé de veines et d'artères. C'était la fin de la théorie de Galien selon laquelle le sang était produit en permanence par le foie et consumé par les organes. Harvey avait découvert la circulation sanguine, transformant la vision du corps d'un système statique d'humeur en une machine dynamique. Enfin, l'invention du microscope par des pionniers comme Antoine van Leeuwenhoek, un drapier hollandais autodidacte, ouvrit un monde entièrement nouveau et invisible. En regardant une goutte d'eau à travers ses lentilles, Leeuwenhoek découvrit un univers grouillant de petits animalcules, les bactéries et les protozoaires. Cette découverte sonna le glas de la théorie de la génération spontanée d'Aristote. Les souris ne naissaient pas du foin, elles venaient d'autres souris. Les asticots n'apparaissaient pas spontanément sur la viande, ils naissaient d'œufs pondus par des mouches. Une idée qui semble évidente aujourd'hui, mais qui était une hérésie à l'époque, c'était le début de la microbiologie, la clé pour comprendre les maladies infectieuses qui avaient décimé l'humanité pendant des millénaires. La lutte contre les épidémies pouvait enfin commencer, non plus avec des prières, mais avec la science. Chacune de ces découvertes fut une bataille contre le dogme, contre la superstition, contre le confort des vieilles certitudes. Vézal, Harvey, Leeuwenhoek et tant d'autres furent les soldats de cette guerre pour le droit de connaître notre propre corps. Ils nous ont libérés d'une prison où la maladie était un mystère divin et où la médecine était souvent plus dangereuse que le mal. Ils ont remplacé l'autorité des textes anciens par l'autorité du corps lui-même. Si vous étiez un médecin de cette époque, qu'auriez-vous choisi ? La sécurité de suivre les enseignements millénaires de Galien, risquant la vie de vos patients, ou le risque de la dissection, bravant les interdits pour découvrir la vérité ? Votre réponse dans les commentaires. Si Galilée et Vézal avaient percé des brèches béantes dans les murs de la prison aristotélicienne, la structure principale, bien qu'ébranlée, tenait encore. La cosmologie et la biologie étaient attaquées. Mais la physique fondamentale, la science du mouvement elle-même, restait un champ de ruines conceptuelles. Galilée avait décrit la chute des corps, mais il n'avait pas expliqué la force qui les faisait tomber. Il avait montré que les planètes tournaient autour du Soleil, mais il n'avait pas expliqué ce qui les maintenait sur leur orbite, les empêchant de s'échapper en ligne droite dans l'espace. Il manquait une théorie unificatrice, une clé de voûte pour le nouvel édifice scientifique qui devait remplacer l'ancien. Le démolisseur final de la vieille prison et l'architecte du nouveau monde naquit en Angleterre l'année même de la mort de Galilée. Son nom était Isaac Newton. Newton était un personnage complexe, un solitaire, un alchimiste passionné, mais il était surtout doté d'une puissance mathématique et d'une intuition physique sans précédent. S'appuyant sur les travaux de Copernic, Kepler et Galilée, il se lança dans la quête d'une loi universelle qui régirait à la fois les phénomènes terrestres et célestes. C'était une ambition folle car elle allait à l'encontre du dogme le plus fondamental d'Aristote, la séparation absolue entre le monde sublunaire, lieu du changement et de la corruption, et le monde céleste, parfait et immuable. Pour Aristote, les lois qui gouvernent la chute d'une pierre n'ont rien à voir avec celles qui gouvernent le mouvement de la Lune. Newton était convaincu du contraire. Il cherchait une seule physique pour tout l'univers.
La légende, encore une fois, nous offre une image puissante. Newton, dans son jardin, voyant une pomme tomber d'un arbre, tout en apercevant la lune dans le ciel diurne. Et l'illumination, et si la force qui attire la pomme vers le sol était exactement la même que celle qui maintient la lune en orbite autour de la Terre? La lune, en réalité, tombe constamment vers la Terre, mais sa vitesse latérale est si grande qu'elle manque continuellement la surface, décrivant ainsi une orbite. C'était le coup de génie. La pomme et la lune obéissaient à la même loi. La physique terrestre et la physique céleste étaient une seule et même chose. La distinction la plus sacrée d'Aristote venait d'être anéantie. Newton passa les 20 années suivantes à développer cette intuition en inventant au passage un nouvel outil mathématique indispensable, le calcul infinitésimal. Le résultat fut publié en 1687 dans un ouvrage qui est peut-être le livre scientifique le plus important jamais écrit, les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Ce livre n'était pas une réfutation d'Aristote, c'était un arrêt de mort. Il ne se contentait pas de dire qu'Aristote avait tort, il rendait toute sa physique complètement et irrémédiablement obsolète. Il la remplaçait par un système mathématique d'une puissance et d'une précision foudroyantes. Dans les Principia, Newton formula ces 3 lois du mouvement qui sont encore aujourd'hui le fondement de la mécanique classique. La première loi, la loi de l'inertie, déjà ébauchée par Galilée et les penseurs médiévaux comme Buridan, stipulait qu'un corps en mouvement reste en mouvement en ligne droite à vitesse constante, à moins qu'une force n'agisse sur lui. C'était l'enterrement définitif de l'idée d'Aristote selon laquelle tout mouvement nécessite une cause continue. Ensuite, il formula la loi de la gravitation universelle. Chaque particule de matière dans l'univers attire chaque autre particule avec une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Une seule formule mathématique décrivait la chute de la pomme, les orbites des planètes, les marées et la trajectoire des comètes. L'impact fut cataclysmique. L'univers d'Aristote, qualitatif, organique, fait de tendances et de lieux naturels, fut remplacé par l'univers de Newton, un gigantesque mécanisme d'horlogerie froid, mathématique et entièrement prévisible si l'on connaissait la position et la vitesse de toutes ses composantes à un instant donné. La raison humaine, armée des mathématiques, semblait capable de percer tous les secrets du cosmos. C'était le triomphe ultime de la révolution scientifique. Les derniers murs de la prison aristotélicienne, déjà fissurés par Copernic, Galilée et Vézal, s'effondrèrent dans un fracas assourdissant, révélant une vue sur un univers infini, régi par des lois impersonnelles et universelles. Le sentiment de libération fut immense. Des poètes comme Alexander Pope écrivirent « La nature et ses lois gisaient cachées dans la nuit. Dieu dit que Newton soit, et tout fut lumière. » Le monde semblait soudain compréhensible, rationnel. La science devint la nouvelle religion de l'âge des Lumières, et Newton en fut le grand prophète. La méthode scientifique, qui est basée sur l'expérimentation, la mesure et la modélisation mathématique, avait prouvé sa supériorité écrasante sur la méthode aristotélicienne basée sur la déduction à partir de dogmes. La victoire semblait totale et définitive. Pourtant, cette victoire cachait un danger. La perfection apparente de la mécanique newtonienne était si éblouissante qu'elle risquait de créer un nouveau dogme, une nouvelle prison. De nombreux scientifiques se mirent à penser que tout avait été découvert, qu'il ne restait plus qu'à affiner les mesures avec plus de décimales. L'univers horloge de Newton était libérateur par rapport à celui d'Aristote, mais il était aussi déterministe et mécanique, laissant peu de place au hasard, à la nouveauté, à l'évolution. Et surtout, si les murs physiques de la prison d'Aristote avaient été abattus, son fantôme continuait de hanter les couloirs de la pensée. La révolution scientifique avait détruit sa physique, sa cosmologie et sa biologie, mais elle n'avait pas encore touché à quelque chose de beaucoup plus profond et insidieux. Ses habitudes de pensée, ses catégories mentales, sa manière de poser les questions, le monde physique était libéré. Mais l'esprit humain était-il vraiment sorti de la cage ? Le fantôme d'Aristote allait se révéler bien plus difficile à exorciser que ses théories. Il allait continuer à freiner le progrès dans de nouveaux domaines, de manière plus subtile, mais tout aussi efficace. La guerre contre le monde physique d'Aristote était gagnée.
Newton avait fourni un nouveau plan de l'univers, un plan mathématique et mécanique qui fonctionnait avec une précision stupéfiante. L'humanité semblait enfin libérée de la prison vieille de 2 millénaires. Mais c'était une illusion. On avait détruit le bâtiment, mais les fondations invisibles, les habitudes de pensée implantées par Aristote dans la culture occidentale, étaient restées intactes. Son fantôme continuait de hanter la science, non plus dans la physique, mais dans les sciences du vivant et de l'homme. La lutte entrait dans une phase nouvelle, plus psychologique, contre un ennemi qui n'était plus un ensemble de textes, mais une manière de voir le monde. L'un des fantômes les plus tenaces était la téléologie, l'idée que tout dans la nature a une finalité, un but, un télos en grec. Pour Aristote, une graine de chêne a pour finalité de devenir un chêne, la pluie tombe pour nourrir les plantes. Cette vision du monde qui attribue des intentions à la nature avait été un obstacle majeur en physique. Les pierres ne tombent pas parce qu'elles désirent rejoindre le centre de la Terre. Mais en biologie, elles semblaient beaucoup plus plausibles. Un œil n'est-il pas manifestement fait pour voir? Une aile n'est-elle pas faite pour dévoler? Cette façon de penser, profondément ancrée, a paralysé la biologie pendant des siècles après Newton. Elle a conduit à des théories comme le vitalisme, l'idée qu'une force vitale, mystérieuse, anime les êtres vivants, les guidant vers leur accomplissement. Le principal obstacle que Charles Darwin dut surmonter au XIXe siècle ne fut pas tant la résistance religieuse que le mur de la pensée téléologique aristotélicienne. Sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle était une attaque directe contre cette idée de finalité. Darwin a montré qu'il n'y avait pas de but prédéfini dans l'évolution. L'œil n'a pas été conçu pour voir. Il est le résultat d'une longue série de variations accidentelles, dont celles qui amélioraient, même très légèrement, la perception de la lumière ont été favorisées par la sélection naturelle parce qu'elle donnait un avantage pour la survie et la reproduction. C'est un processus aveugle, sans intention, sans plan. C'était une idée encore plus dérangeante que celle de la Terre tournant autour du Soleil. Elle retirait à l'homme sa place spéciale, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le grand récit de la vie. Elle remplaçait le dessein rassurant par le hasard et la nécessité. Le fantôme d'Aristote se battait avec acharnement pour conserver une intention dans la nature. Un autre fantôme était l'essentialisme, la doctrine des essences immuables. Pour Aristote, chaque chose a une essence qui la définit. L'essence d'un cheval est ce qui fait qu'un cheval est un cheval. Ces essences sont éternelles et fixes. Cette idée, appliquée à la biologie, a conduit au concept d'espèce fixe, créé une fois pour toutes. Pendant des siècles, le travail du naturaliste a été de cataloguer ces essences, de classer les espèces dans des boîtes bien définies, comme un bibliothécaire range ses livres. L'idée même que les espèces puissent se transformer, qu'un reptile puisse donner naissance à un mammifère sur des millions d'années, était une abomination logique. C'était comme dire qu'un triangle pouvait se transformer en cercle. Darwin a dû briser ce cadre mental pour que sa théorie soit même concevable. Il a montré que les espèces n'ont pas d'essence fixe. Ce sont des populations d'individus en constante évolution. La frontière entre les espèces est floue et changeante. La pensée aristotélicienne a également freiné d'autres sciences. En chimie, l'obsession pour les 4 éléments, terre, eau, air, feu, et les qualités associées, chaud, froid, sec, humide, a longtemps retardé l'acceptation de la théorie atomique moderne, proposée par John Dalton au début du XIXe siècle. L'idée que la matière est composée d'atomes discrets était un retour à Démocrite, le vieil ennemi d'Aristote. Il a fallu une lutte acharnée pour que les chimistes abandonnent la recherche de la pierre philosophale pour se concentrer sur la structure atomique de la matière. Aujourd'hui encore, le fantôme est parmi nous, dans notre vie de tous les jours, dans nos débats politiques, dans notre façon de raisonner. Nous sommes souvent plus aristotéliciens que nous ne le pensons. Quand nous cherchons le but d'une maladie ou d'une catastrophe naturelle, c'est de la téléologie. Quand nous raisonnons en termes de catégories rigides et d'identités fixes, tous les X sont Y, c'est de l'essentialisme. La logique binaire d'Aristote, vrai ou faux, bon ou mauvais, si utile dans certains contextes, peine à saisir la complexité et les nuances du monde réel qui est souvent fait de probabilités, de spectres et de paradoxes.
Les vieilles habitudes de pensée ont la vie dure. Elles sont comme des virus mentaux qui se transmettent de génération en génération, se camouflant et s'adaptant à de nouvelles théories. L'histoire de l'influence posthume d'Aristote est une leçon d'humilité. Elle montre qu'une révolution scientifique ne consiste pas seulement à changer les théories, mais aussi à changer la façon de penser. C'est un processus beaucoup plus lent et difficile. Nous avons peut-être chassé Aristote de nos laboratoires, mais il est encore assis confortablement dans nos têtes. Chaque fois qu'un scientifique s'accroche à un paradigme dominant malgré les preuves contraires, chaque fois qu'un débat public s'enlise dans des catégories simplistes, le fantôme du philosophe sourit. La lutte contre son héritage n'est donc pas une simple histoire d'erreurs scientifiques corrigées. C'est l'histoire de la libération progressive de l'esprit humain de ses propres tendances au dogmatisme, à la simplification et à la recherche de certitudes faciles. C'est une histoire qui est loin d'être terminée. Et elle nous amène à une question finale, la plus importante de toutes. Pourquoi la pensée de cet homme a-t-elle eu un tel pouvoir sur l'humanité pendant si longtemps? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les erreurs d'Aristote, mais dans la nature même de l'esprit humain. L'épopée de la lutte contre le dogme aristotélicien s'achève, mais elle ne se termine pas par une simple condamnation du philosophe. Ce serait trop facile. La véritable question la plus troublante demeure: pourquoi son enseignement a-t-il triomphé si complètement et si longtemps? La réponse est aussi simple qu'elle est dérangeante. Il a triomphé parce qu'il répondait à un besoin humain fondamental, le besoin de certitude, d'ordre et de sens. Dans un univers qui peut sembler chaotique, indifférent et effrayant, Aristote a offert une vision du monde cohérente, hiérarchisée, où chaque chose a sa place et son but. Il a donné à l'humanité une carte, et même si la carte était fausse, elle était infiniment plus réconfortante que de naviguer à l'aveugle. La leçon de ces 2000 ans de règne intellectuel n'est pas une leçon sur Aristote, c'est une leçon sur nous-mêmes. C'est un avertissement sur le danger de toute théorie du tout, de toute idéologie politique, religieuse ou même scientifique, qui se proclame comme la vérité ultime et définitive. La science moderne, dans son essence, n'est pas un nouvel ensemble de dogmes pour remplacer les anciens. Si elle l'était, nous n'aurions fait que changer de prisonnier, remplaçant la cellule d'Aristote par celle peut-être plus grande et plus confortable de Newton ou d'Einstein. Non, la véritable révolution scientifique n'a pas été de trouver de nouvelles réponses. Elle a été d'inventer une nouvelle façon de vivre avec les questions. La méthode scientifique et la plus grande conquête de l'esprit humain n'est pas un corpus de connaissances, mais un système de doute organisé. C'est le principe selon lequel aucune vérité n'est sacrée, aucune autorité n'est au-dessus de la critique, et toute affirmation doit être constamment mise à l'épreuve des faits. C'est l'acceptation que notre savoir est toujours provisoire, incomplet et susceptible d'être renversé demain par une nouvelle découverte. C'est une position profondément inconfortable, angoissante même. Elle nous prive de la certitude absolue que les systèmes dogmatiques promettent. Mais c'est le prix de la liberté intellectuelle. Nous avons renversé l'idole d'Aristote, mais l'instinct humain de créer des idoles est toujours là. N'avons-nous pas tendance aujourd'hui à transformer nos propres paradigmes scientifiques en nouveaux dogmes? Une théorie qui a du succès peut devenir une orthodoxie et ses défenseurs peuvent devenir hostiles à toute nouvelle idée qui la remet en question, tout comme les professeurs aristotéliciens refusaient de regarder dans le télescope de Galilée. Les doctrines politiques ou économiques ne se transforment-elles pas souvent en quasi-religion avec leurs propres textes sacrés et leurs propres hérétiques à excommunier? Ne nous construisons-nous pas sans cesse de nouvelles prisons confortables pour échapper à la complexité du réel? L'histoire de la longue et douloureuse libération du joug d'Aristote n'est pas terminée. Elle se rejoue chaque jour, dans chaque laboratoire, dans chaque salle de classe, dans chaque débat public. C'est la lutte éternelle entre l'esprit dogmatique qui cherche à clore le débat et l'esprit critique qui cherche à le maintenir ouvert. C'est le choix entre la sécurité de la réponse et la liberté de la question. Aristote lui-même n'était pas un tyran. C'est l'humanité qui, par soif de certitude, a transformé son œuvre en une cage. Il nous a donné une clé et nous en avons fait une serrure. La véritable sortie de la prison d'Aristote ne consiste pas à maudire son nom, mais à comprendre le mécanisme qui a rendu son règne possible. C'est de reconnaître en nous-mêmes cette tentation du dogme,
ce désir de réponse simple et définitive. Et c'est de choisir consciemment et chaque jour le chemin le plus difficile, celui du doute, de la vérification, de la remise en question permanente. La liberté acquise en se débarrassant d'Aristote n'est pas une destination où l'on peut se reposer. C'est un mouvement perpétuel, une quête sans fin. C'est là le prix et la récompense pour être sorti de la plus grande prison que l'esprit humain se soit jamais construite. En fin de compte, le choix nous appartient toujours. Aristote a donné à l'humanité une vision du monde cohérente et 2000 ans de stabilité intellectuelle. La science a ravi cette stabilité, offrant en échange une quête éternelle et une révision constante de la vérité. Alors, que choisirez-vous pour vous-même ? L'ordre réconfortant des réponses toutes faites ou la liberté troublante des questions sans fin ? Écrivez votre choix dans les commentaires, car ce débat se poursuit encore aujourd'hui, au plus profond de chacun d'entre nous.